Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, merci de rester sur notre chaîne. Bienvenue dans cet espace, un espace intitulé Café Mine. C'est un espace voulu par le département des mines pour faire la lumière sur l'ensemble des activités menées non seulement par le département mais également par l'ensemble de ses partenaires. Cette édition de Café Mine Itier est une édition qui est inscrite dans le cadre de la dissémination du rapport Itier 2012. Elle épouse parfaitement les exigences et les contours d'une large diffusion des informations et messages du rapport Itier 2012. Il s'agit en clair de mieux informer sur le contenu du rapport Itier 2012. Voilà pourquoi cette édition de Café Mine Itier est un magazine d'information de la population et non un débat contradictoire. Ainsi, les contributions de vos collaborateurs et partenaires, Monsieur le ministre, seront les bienvenus. Nous avons aussi nos confrères de la place, la presse privée, ils sont là. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui motive l'adhésion du Mali à l'Itier? Bien, Monsieur Diombélé, merci aussi de nous donner cette opportunité, à moi-même et puis au comité de pilotage, de parler davantage des questions liées à la transparence et en particulier de cette initiative pour la transparence dans l'industrie extractive. Pour répondre à votre question, qu'est-ce qui a motivé l'adhésion du Mali à l'ITIE? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Premièrement, je pense qu'on a eu la chance d'avoir des autorités, nos dirigeants, qui se sont rendus très vite compte que la mauvaise gestion des ressources minières et pétrolières pouvait conduire à de sérieux problèmes dans un pays. Au moment où le Mali entrait en production, certains pays l'étaient déjà, exploitaient de l'or, exploitaient d'autres minerais, des fossiles, comme le pétrole. Et la gestion de ces ressources-là avait posé énormément de problèmes dans ces pays. C'était une mauvaise gestion, c'était une gestion qui n'était pas transparente. Et donc je pense que le Mali a très rapidement pris en compte cette expérience-là et a voulu, à travers nos dirigeants, éviter de tomber dans ce piège-là. Et la meilleure façon d'éviter de tomber dans ce piège-là, c'est d'être transparent et toujours transparent. Et donc l'initiative ITIE, qui a été initiée en 2002 par l'ancien Premier ministre britannique Tony Blair, venait de naître et le Mali a décidé d'y adhérer en 2006 pour justement lui permettre d'être plus transparent dans la gestion des revenus qui sont issus de son industrie minière et puis de rendre compte, d'être redevable envers les Maliens et les Maliennes et de pouvoir justifier les revenus qui sont générés de cette industrie et, plus important, l'utilisation de ces revenus-là. Alors, Monsieur le ministre, c'est bien clair, mais dites-nous concrètement, en quoi il est utile de produire un rapport, non seulement pour vous, les gouvernants, les populations, mais également vos partenaires? Je pense qu'il est important de produire ce rapport-là à cause de son contenu. C'est d'abord un rapport qui apprend à tout individu qui le voudrait, qu'il soit malien ou non malien, l'importance du secteur extractif dans notre économie nationale, la contribution de ce secteur-là dans notre économie nationale. Ça, c'est un élément important. C'est un outil de transparence. L'État est perçu comme transparent, ou en tout cas voulant jouer un rôle transparent dans la gestion de ces revenus-là. Les sociétés minières elles-mêmes bénéficient d'un jeu qui est à peu près équitable, parce que toutes les sociétés sont supposées informer de la production d'or, des revenus qu'ils versent à l'État, et bénéficient dans ce sens-là d'un système, d'un environnement de l'investissement qui est plus clair, plus transparent et plus serein. Donc ça, c'est l'intérêt de la part des sociétés. Maintenant, pour les communautés, les Maliens et les Maliennes, ça leur permet de savoir exactement les revenus qui sont issus de ce secteur-là et puis l'utilisation que le gouvernement en fait. Donc ça permet aux communautés, à un moment donné, de dire au gouvernement ou aux collectivités territoriales, voilà ce qu'on a appris
de ce rapport ITIE. Voilà ce que ce secteur-là a apporté à l'État. Maintenant, nous, on veut savoir concrètement qu'est-ce que ça nous a apporté, qu'est-ce que ça a changé dans notre vie. Donc les trois parties trouvent leur compte, un bénéfice dans la production de ce rapport ITIE-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le ministre, si le rapport ITIE 2012 est différent des rapports précédents? Nous, on sait quand même, il y a quelque chose qui retient notre attention, c'est qu'il a été produit pendant une période de crise. La tristement célèbre 2012 dans notre pays est passée par là. Et dites-nous, est-ce que le fait qu'il soit produit pendant cette période de crise lui confère également un caractère particulier? Alors, je pense qu'on est à la 7e production de ce type de rapport, depuis que le Mali a adhéré et a été déclaré conforme au principe de l'ITIE. Pour répondre à votre question, je dirais oui et non. Non, dans le sens où le rapport, il est le même, parce que les principes et les règles fondamentaux concernant le contenu même du rapport ne changent pas. Dans le rapport, on essaye de répondre à une question spécifique qui est liée aux déclarations qui sont faites par les sociétés en termes de paiement fait par l'État, et puis les perceptions que l'État aussi déclare. C'est ça l'objectif fondamental. Et ce rapport 2012, comme les précédents, s'est intéressé à des agrégats qui sont les mêmes depuis pratiquement 7 ans, en termes de taxes, en termes de droits, etc. Donc, dans ce sens-là, le rapport ne change pas. Le rapport 2012 a changé par rapport au précédent rapport, déjà en termes de minerais qui est considéré. Vous verrez que depuis qu'on a commencé à produire ces rapports, les 5 premières années, c'est essentiellement aux revenus issus de l'extraction de l'or auquel on s'intéressait. Il n'y avait pas le fer, pourtant le fer est produit au Mali, il génère des revenus. Il n'y avait pas les phosphates. Les phosphates sont produits au Mali et ils génèrent des revenus. Donc l'intérêt de ce rapport-là, c'est d'avoir intégré en 2012 ces deux minerais qui sont importants, le fer et puis les phosphates. Deuxièmement, évidemment, le rapport change aussi un peu en fonction de l'importance des revenus qui sont générés. Chaque année, ces revenus ne sont pas les mêmes. Il y a des moments où le cours de l'or peut être extrêmement élevé, donc l'État tire énormément de revenus du secteur extractif. Il y a des années où on a tiré pratiquement 280 à 290 milliards de francs CFA. Cette année, on est à 248 milliards de francs CFA, dû au fait que le cours de l'or a baissé sur le marché international. Donc ceci explique un peu les différences que l'on peut constater par-ci, par-là. On est à 248 milliards. Il est en diminution par rapport à il y a 4 ou 5 ans, mais il est quand même en augmentation par rapport au rapport 2011. C'est important de le signaler. Malgré l'augmentation dont il est question, nous avons remarqué, il a été dit que c'est moins de 1% qui revient aux collectivités. Est-ce une diminution ou une augmentation? On ne sait pas trop à ce niveau-là. Que dites-vous aux populations? Je pense que ce chiffre 1% est à prendre avec précaution. Je pense qu'il y a les flux financiers qui vont vers les collectivités territoriales sont importants, essentiellement à travers les patentes. Maintenant, nous n'avons pas encore été en mesure de quantifier l'exactitude de ce volume de flux financiers. Et donc, je ne suis pas sûr que 1% soit le chiffre exact, mais le travail est en cours. Nous avons reçu du département de l'économie et des finances, à travers les directions régionales qu'ils ont dans les différentes régions, les informations relatives aux patentes qui ont été versées pour les 4 dernières années. Il y a un travail qui est en train d'être fait en ce moment au niveau du département pour agréger ces informations et ensuite les comparer par rapport au volume des revenus qui ont été générés. Le travail est en cours, il n'est pas fini. Je trouve que 1% me paraît être relativement bas comparé aux sommes que nous avons pu voir en valeur absolue pour l'instant. Vous pouvez prendre une petite commune comme Sitakili, elle est à 800 millions de francs CFA.
sur les 2-3 dernières années, par an. Donc ça, c'est que Sitakili, grâce à la contribution de 2 sociétés minières. Donc je pense qu'on aura pas mal de surprises sur ces chiffres qui vont vers les communautés, destinés au développement communautaire. Et je pense que c'est relativement plus que 1% que l'on pense. L'un des thèmes du rapport IC 2012 parle également d'écart de conciliation. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cet écart, monsieur le ministre? Parlez-nous-en. Voilà, donc écart de conciliation, on a dit le rapport ITIE est fondé essentiellement sur des déclarations qui émanent du secteur privé et puis des déclarations qui viennent de l'État. Et donc, à un moment donné, il faut concilier ces 2 déclarations et voir si elles sont pareilles aussi à des écarts. Et donc, il se trouve que souvent, très souvent, il y a des écarts entre les paiements qui sont déclarés être versés à l'État par les sociétés minières et puis les recettes que l'État dit avoir reçues à travers ses régies financières. Donc, c'est là où se situe un écart de 19 milliards de conciliation. Alors, sur 2012, on parle de 19 milliards. C'est un montant qui paraît élevé, mais qui a son explication. Il se trouve qu'en 2012, les sociétés minières ont déclaré avoir versé à l'État 225 milliards de francs CFA, toutes sociétés confondues. À côté, l'État dit avoir perçu des sociétés minières 244 milliards de francs CFA à travers ces régies. Et donc, il y a une différence de 19 milliards. Ce qui est important de dire, c'est une différence nette positive. Mais il n'est pas possible de savoir qui dit vrai. En fait, il y a une explication très simple qui est liée au fait que l'État, sur une société précise, a procédé en 2012 à un redressement fiscal. Et de ce redressement fiscal est sorti un ajustement de pratiquement 19 milliards de francs CFA. Donc, la société, il y a eu le redressement fiscal, la société a dit que voilà, moi je dois payer tant. L'État a pensé que sur le travail, l'exercice qu'il a eu à faire, non, vous deviez payer tant. Et donc, cette différence entre la société et l'État s'est estimée à 19 milliards de francs CFA et l'État s'est directement servi à travers les crédits de TVA. Le problème, c'est que la société n'est toujours pas d'accord parce que le litige est toujours en cours. Donc, quand le litige sera épuisé, aujourd'hui on est carrément même en justice, les comptes vont se rééquilibrer. Donc, c'est ça qui explique l'écart aujourd'hui. On ne peut pas dire que l'État a tort, on ne peut pas dire que la société a tort ou a raison. La justice, avec les différents éléments qui lui ont été donnés, se prononcera sur la question et le rééquilibrage va se faire. Maintenant, quand vous enlevez ces 19 milliards qui sont liés à ce redressement fiscal, il est important quand même de dire que les écarts de conciliation sont minimes au Mali, ce qui est important et le Mali est à saluer par rapport à cela. Ils sont pratiquement de moins d'1 milliard. Si vous ne prenez pas en compte ces 19 milliards c'est une situation exceptionnelle, ça n'arrive pas tous les ans, c'est assez exceptionnel. Et il y a eu un progrès remarquable depuis 7 ans en la matière. Quand vous vous référez au premier rapport ITIE qui a été produit dans notre pays, on avait des écarts de 14 milliards pratiquement, avant conciliation. Aujourd'hui, ces écarts, au fur et à mesure, ont été réduits jusqu'à quasiment arriver à 1 milliard de francs CFA si on n'avait pas eu ce litige entre l'État et puis cette société privée suite au redressement fiscal. Alors, cette question, vous venez justement de tenir un atelier de dissémination, une rencontre qui a retenu 5 thèmes. Le premier a porté sur l'augmentation des revenus ITIE. De quoi s'agit-il? Lorsque le rapport est produit, généralement dans notre pays ou ailleurs, ce n'est pas suffisant d'élaborer et puis de rédiger ce rapport-là. Le plus important, c'est que ce rapport-là puisse être publié et disséminé, diffusé. C'est ça qui est extrêmement important afin que l'ensemble de la population malienne puisse en prendre connaissance et si nécessaire, poser des questions.
Donc cette rencontre avait pour objectif de se pencher sur ce rapport, ses résultats intéressants, et de définir à partir de ce moment-là une stratégie de communication à mettre en place pour que chacun, d'où il se trouve, puisse avoir l'information sur les résultats contenus dans ce rapport 2012. C'était essentiellement ça, la rencontre que l'on a eue avec le comité de pilotage. Et ensuite, ce comité a proposé un plan, une stratégie de communication autour du rapport qui a déjà commencé, et cette émission en est une partie, mais c'est une stratégie qui va de plus en plus, à partir de maintenant, s'intéresser au niveau le plus décentralisé possible. Le rapport ITIE 2012 est prêt, diffusé. Et quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses forces? Tout n'est pas parfait, évidemment. Sa force est déjà d'avoir, pour l'État et puis pour le secrétariat permanent de l'ITIE, c'est d'avoir pu publier ce rapport-là à temps, et vous l'avez signalé, dans un contexte qui n'était pas facile à l'époque. Nous étions dans un contexte de crise majeure au Mali, sécuritaire et politique. Malgré tout cela, le rapport a été rédigé, élaboré, publié et diffusé dans les temps qui nous étaient impartis. Ça, c'est une prouesse remarquable, et puis les uns et les autres, en particulier le comité de pilotage, est à féliciter et puis à saluer. Maintenant, on peut toujours aller plus loin. Déjà en termes de champ d'application, je pense que le champ d'application peut être plus élargi qu'il ne l'est aujourd'hui, même si l'ensemble des grandes sociétés minières sont prises en compte aujourd'hui. Les 10 sociétés minières qui sont en production dans notre pays sont prises en compte dans ce rapport ITIE-là. Mais il y a d'autres éléments que l'on pourrait aussi prendre en compte pour renforcer davantage le champ d'application, ce que le rapport ITIE appelle le périmètre d'action. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est la partie liée aux flux financiers qui vont vers les collectivités territoriales. On a jusqu'à présent très peu d'informations sur ces flux financiers-là. Et ils sont importants. Il est important que l'on en prenne compte dans les rapports ITIE. Et jusqu'à présent, leur disponibilité a fait défaut. Ça a fait défaut en 2012, mais ça a fait défaut sur les 7 derniers rapports. Je pense qu'avec maintenant les informations qui nous sont arrivées du ministère de l'Économie et des Finances, si on arrive à corriger cela, je pense que nous aurons un rapport qui sera assez exhaustif. Moi, je voulais juste souligner que l'Allemagne, depuis longtemps, accompagne le Mali dans ses efforts dans le cadre de cette initiative. Et nous applaudissons la longue histoire de succès que le gouvernement malien a démontré dans ses efforts. Comme on l'avait dit à plusieurs reprises, l'année 2012 n'était pas une année difficile. Donc le fait de pouvoir produire ce rapport à temps, dans son exhaustivité, c'est vraiment un effort considérable. Et nous, au niveau de la coopération allemande, nous avions la vue d'ensemble de tous les pays en fait, qui adhèrent à cette initiative. Et le Mali est parmi vraiment les premiers pays, non seulement candidats, mais conformes dans l'initiative aussi, dans l'exhaustivité des informations qui sont fournies et dans ses efforts de dissémination aussi. Et comme Monsieur le ministre l'a dit, pour nous, l'important, c'est vraiment de disséminer cette information à un niveau local, d'élargir le débat national autour du secteur minier et de son importance pour l'économie malienne. Et au niveau de la coopération allemande ici, nous avons toute la volonté de contribuer à ce processus et d'accompagner le ministère des Mines et l'ITIE dans ces efforts. J'aimerais m'appesantir sur 1 à 2 points. Le premier point, c'est par rapport à la motivation du Mali pour rentrer dans l'ITIE. Ce que je retiens après ce que le ministre a dit, c'est que ces différents rapports permettent aux citoyens de connaître l'effectivité de tous les impôts et les taxes que les sociétés payent. Parce que sans ça, les gens ne savent pas effectivement tout ce qui est mis par ces sociétés comme effort financier.
Le deuxième point sur lequel je voudrais m'appesantir, c'est par rapport à votre question 3, qui est par rapport à l'élément important sur le nombre de sociétés. Parce que ce rapport aussi a montré qu'il y a une augmentation nette des sociétés, le rapport 2012. Le troisième point, c'est par rapport à la tendance du rapport. Je pense qu'il faut très vite souligner ça. Le rapport 2012 tend vers une exigence qui est la norme ITIE. Et nous avons, à l'intérieur de ce rapport, essayé de nous rapprocher davantage de cette norme ITIE, sachant qu'en 2016, nous allons être évalués et que notre prochain rapport prendra en compte le maximum de ces éléments. Il n'y a pas d'ITIE sans communication. Je crois que ce café nous permet d'ouvrir davantage l'information au niveau des populations. Monsieur le ministre l'a dit, la prochaine étape, c'est aller vers les régions. Et ce n'est plus les régions, c'est vers les zones d'exploitation, les sites. Je crois qu'avec ça, l'un des éléments de notre évaluation aussi, c'est la capacité d'évaluation, la capacité de compréhension. Je crois qu'on est en train d'aller beaucoup plus vers l'accès à l'information sur cette question minière. Le rapport 2012 est un rapport du comité ITIE qui est composé par les représentants de 3 parties, l'administration, la société minière et la société civile. C'est pour dire tout simplement que la société civile se reconnaît dans ce rapport et que ce n'est pas un rapport du ministère des Mines. En tant que société minière, nous adhérons au principe de l'ITIE parce que c'est aussi un outil très important pour nous de communication qui nous aide dans nos efforts de communication envers les communautés. Et dès l'instant que nous avons l'administration et puis il y a une réconciliation avec les revenus qui sortent des sociétés minières qui sont comparées, il y a des structures indépendantes qui en font le contrôle, ça nous rassure et ça nous permet de rassurer aussi les communautés qui se posent beaucoup de questions sur les revenus. Et en même temps que ça suscite beaucoup d'autres questions pour les communautés qui se posent aussi la question de savoir quelle est l'utilisation qui est faite des revenus qui sont sortis des sociétés minières, qui viennent des sociétés minières. Donc pour nous, nous ne pouvons que soutenir des actions de ce genre parce que ça aide à la communication et ça aide à la transparence, un des objectifs de nos sociétés minières. Si on est à ce point aujourd'hui, c'est grâce à l'implication de tout le monde. À commencer par le président du comité de pilotage qui s'est vraiment engagé dans la mise en œuvre de ce processus. Il y a aussi les partenaires, notamment la coopération allemande. Donc on est reconnaissant envers toutes ces parties prenantes. Le comité de pilotage également qui a toujours été présent quand le besoin est. Je crois qu'après cette rencontre, les citoyens voudraient bien se procurer ce document pour aller en profondeur, le comprendre mieux. Et où peut-il le trouver? Le rapport ITIE 2012, il est disponible où? Alors, il devrait pouvoir être disponible partout à la demande. Dès que un citoyen malien s'adresse au secrétariat permanent de l'ITIE pour l'avoir, la personne devrait pouvoir l'avoir, ou même à ce département-là. Il est disponible aussi sur le site internet du secrétariat permanent. N'importe qui peut y avoir accès à travers ce site-là en se rendant sur le site. Et il y a une rubrique dans laquelle il y a tous les rapports qui ont été produits, y inclus pour les années précédentes, qui sont là. La personne qui est intéressée d'avoir les 7 rapports qui ont été produits jusqu'à présent, jusqu'à celui de 2012, peut avoir les 7 rapports et se faire une idée de tout ce qu'on vient de dire, par exemple, en termes d'analyse, comparer le premier rapport au dernier rapport et vice-versa. Donc le rapport est disponible à ce niveau sur le site internet et auprès du secrétariat en copie dure, auprès du département également. Consulter exclusivement en français, monsieur le ministre, ce qui n'est pas une langue à la portée de tout le monde. Alors, est-ce que vous pensez un peu à d'autres créneaux, à d'autres systèmes, à d'autres stratégies pour un meilleur maillage de ce rapport? C'est peut-être aussi une des faiblesses, je dois reconnaître. C'est un rapport qui est disponible qu'en français. Je pense que c'était dû au fait que ce rapport a été conçu et destiné au départ à
un public cible particulier, mais les choses ont changé depuis. Il est important que ce rapport puisse être connu de l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, il va falloir effectivement penser traduire le rapport en des langues qui sont plus accessibles pour une partie de notre population. Je pense que ce travail est fait partie du plan de communication et de la stratégie qui a été développée par le comité de pilotage. Et nos partenaires sont prêts à nous aider à aller dans ce sens-là, et on va le faire. Mais d'ores et déjà, les missions qui vont aller sur le terrain pourront traduire en guillemets en live les éléments importants de ce rapport à la communauté qui sera en face de la mission. Ils auront le rapport en français, mais ils auront des facilitateurs qui pourront échanger avec les populations concernées dans les langues qui seront appropriées à ce moment-là pour que les populations aussi s'en approprient. Moi, je voudrais remercier l'ensemble des personnes qui sont dans la salle, remercier les membres du comité de pilotage d'avoir pris part à cette rencontre, la presse également. Merci à vous, Monsieur le ministre, à vos collaborateurs également, merci à vos partenaires, merci à vous, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le premier numéro de Café Mine portait donc, on le rappelle, sur le rapport 2012 de l'ITIE. Le prochain numéro portera sur un autre secteur, certainement. Bon Ramadan et à bientôt. Merci.